1991 à 1994, le conflit du Haut-Karabakh, une enclave majoritairement peuplée d'Arméniens, mais sous souveraineté azerbaïdjanaise, a entraîné une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et plus d'1 million de réfugiés. Le 26 février dernier, l'Azerbaïdjan commémorait le 23e anniversaire du massacre de Khojaly. En une nuit seulement, 613 civils étaient assassinés par les forces arméniennes. Malgré le cessez-le-feu et la médiation du groupe de Minsk, le conflit perdure avec son lot d'escarmouches meurtrières. Mais malgré les tensions avec son voisin arménien, l'Azerbaïdjan, et sa capitale, Bakou, ne cesse de se moderniser à la vitesse grand V, notamment grâce aux ressources intarissables en or noir puisées dans cette si généreuse mer Caspienne, un pays résolument tourné vers l'Occident. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Azerbaïdjan. C'est un conflit méconnu, mais pourtant c'est un conflit ethnique qui est sans doute le plus meurtrier qui est éclaté ici dans cette région depuis l'effondrement du bloc soviétique. De 91 à 94, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent alors l'enclave montagneuse du Haut-Karabakh. Et au lendemain du cessez-le-feu obtenu par les Russes, la région est aux mains des Arméniens, mais le bilan est lourd, voire très lourd, 30 000 morts et des centaines de milliers de personnes réfugiées de part et d'autre. Alors ici en Azerbaïdjan, le 26 février est une date toute particulière, c'est une journée de deuil national parce qu'on commémore aujourd'hui le 23e anniversaire du massacre dit de Khojaly, un massacre qui s'est déroulé dans le village de Khojaly où 1 millier d'Azéris ont perdu la vie, tués par les forces arméniennes. Pour y voir plus clair et pour mieux comprendre cette situation particulière, nous avons rencontré Ali Ghassanov, il est conseiller spécial des affaires politiques du président de l'Azerbaïdjan. Voici l'entretien. Ali Ghassanov, bonjour, merci de nous recevoir. Alors cette journée de commémoration du massacre de Khojaly, c'est une journée de recueillement, mais c'est également l'occasion pour vous d'appeler à ce que justice soit faite contre les auteurs de ce massacre. Ce qu'on aimerait, c'est que le monde, que la loi internationale reconnaisse ce génocide horrifiant qui a lieu à Khojaly à la fin du XXe siècle. Je veux que le monde reconnaisse la tragédie que mon peuple a vécue. Les civils qui ont été tués à Khojaly, y compris les enfants, ont été tués parce qu'ils étaient azéris. Vous pouvez le voir sur les photos de l'époque, si vous regardez, vous verrez qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité. En un jour, en une nuit, 613 personnes dont des enfants ont été tuées et ils ont aussi été torturés et humiliés par les Arméniens. Nous savons qui sont les responsables. Ce sont d'abord les séparatistes du Haut-Karabakh et les Arméniens qui se trouvent dans la région et aussi les forces soviétiques qui étaient sur place à l'époque. Alors dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président israélien Reuven Rivlin a évoqué le génocide de Khojaly. Est-ce que c'est un discours auquel vous avez été sensible ici en Azerbaïdjan ? On remercie beaucoup le président israélien, M. Rivlin, pour les propos qu'il a tenus lors de la cérémonie de commémoration de la Shoah à New York en janvier. Du fait qu'il a évoqué Khojaly. Nous aimerions beaucoup que plus de chefs d'État évoquent ce qui s'est passé à Khojaly et le décrivent comme un génocide. Nous sommes très reconnaissants à M. Rivlin parce que le peuple juif a traversé la Shoah. Et nous, en Azerbaïdjan, nous avons toujours soutenu le peuple juif ici et partout dans le monde. M. Rivlin nous a montré un grand soutien et nous le remercions pour ce geste. Avec le groupe de Minsk, la communauté internationale est engagée dans la recherche d'une issue pacifique au conflit avec le Haut-Karabakh. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est-on du processus de paix ? Je peux vous dire que l'Azerbaïdjan, le gouvernement de l'Azerbaïdjan ne veut pas de guerre. Nous voulons résoudre le conflit avec les Arméniens par les moyens pacifiques, mais en même temps nous n'avons pas le sentiment que l'activité du groupe de Minsk influence quoi que ce soit. Nous ne sommes pas optimistes. Mais pour vous, l'option militaire est encore sur la table ? Nous préférons ne pas en arriver là, mais la situation actuelle ne peut pas durer. Nous voulons rendre son territoire à l'Azerbaïdjan, selon les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Arménie devrait retirer ses troupes du Haut-Karabakh. La communauté internationale doit faire pression sur l'Arménie pour se retirer de la région, et si cela n'arrivera pas, alors oui, nous ferons appel à la solution militaire. Pendant la crise ukrainienne, on a entendu le gouvernement azerbaïdjanais dénoncer la politique des 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. Est-ce que vous attendez de cette communauté internationale qu'elle fasse davantage pression pour que soit restitué le Haut-Karabakh ? Vous avez raison de faire la comparaison avec l'Ukraine. Cette situation est valable pour tous les pays du monde. Il faut faire appliquer les lois internationales. Il n'y a aucune différence entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'est passé en Azerbaïdjan il y a 20 ans.
Mais vous voyez la différence de réaction du monde. Pour l'Ukraine, tout le monde se bat pour son intégrité territoriale. Pour nous, personne ne se bat. Ali Ghassanov, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous sommes dans le village d'Ali Beyli, dans la province de Tovuz, au nord-ouest de l'Azerbaïdjan. C'est le village le plus proche de la frontière arménienne qui se situe derrière moi, à quelques centaines de mètres à peine, sur les célèbres montagnes du Caucase. Alors nous sommes les premiers journalistes à être autorisés à filmer ici, et pour cause, pas une semaine ne s'écoule sans que les 4000 habitants de ce village ne soient la cible des tirs arméniens. Alors pour mieux comprendre cette situation dans ce village symbole de la crispation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je me tourne à présent vers le préfet de ce village, Valer Rzayev. Bonsoir. Salam alaikum. Monsieur le préfet, première question, on a du mal à comprendre pourquoi cette frontière est aussi tendue alors qu'on se trouve à 250 km de la zone de conflit du Karabakh. L'atmosphère à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est si tendue qu'elle est très proche d'une guerre. Nous sommes très proches du Haut-Karabakh ici. Comment on réussit à mener une vie normale lorsqu'un incident survient toutes les semaines quasiment ? Comme vous le voyez ici au village d'Ali Beyli à Tovuz, malgré la guerre et les tensions, la vie quotidienne continue. Les enfants grandissent dans cette situation et beaucoup de gens ici travaillent dans l'agriculture. Ils continuent. Est-ce que vous diriez, monsieur le préfet, que ce conflit, il va au-delà du conflit territorial? Il y a aussi un aspect religieux à ce conflit? Je pense qu'il s'agit d'un conflit plutôt territorial parce que depuis 1988, nous ressentons le stress, la peur. Nous entendons les coups de feu tout le temps que les Arméniens tirent. Ils nous attaquent constamment en Azerbaïdjan. Ce village a une frontière avec l'Arménie qui est longue de 17 km. À cause de la violence des Arméniens, nous avons perdu environ 50 habitants de ce village. Ces 50 personnes étaient des civils, pas des militaires. Ce sont des gens qui travaillaient dans l'agriculture, qui étaient chez eux lorsqu'ils ont été tués. Est-ce que potentiellement ce conflit peut dégénérer en une guerre ouverte entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ? Le président azerbaïdjanais veut régler ça par des moyens pacifiques. Il ne veut pas la guerre. Malgré cela, nous avons aussi une autre solution, dont le président parle également. Si l'Arménie ne rend pas les territoires qu'elle nous a pris, l'Azerbaïdjan est un pays fort avec une armée forte qui peut récupérer ces territoires par les moyens militaires. Merci infiniment pour ces explications. Allez, le top 5 de l'actualité en Azerbaïdjan, c'est tout de suite, en bref et en images. L'Azerbaïdjan était parmi les pays participants à l'exposition de défense internationale à Abu Dhabi récemment. Plus de 1000 délégations de partout dans le monde étaient présentes sur place. Le ministère de la Défense azéri y a présenté une variété d'armes fabriquées dans le pays. L'Azerbaïdjan et les États-Unis tiendront la toute première conférence économique conjointe entre les deux pays à New York en mai 2015. L'événement, qui sera organisé par la Chambre de commerce des États-Unis et de l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Banque internationale, mettra l'accent sur les investissements et la coopération économique. 3 légers tremblements de terre ont secoué le secteur azéri de la mer Caspienne la semaine dernière. Les secousses ont été enregistrées à des magnitudes entre 3,3 et 4 sur l'échelle de Richter. L'Azerbaïdjan est situé dans une zone sismique. L'année dernière, le pays a enduré plus de 8000 tremblements de terre. Des hommes en mini-jupe ont inondé les réseaux sociaux en Azerbaïdjan après qu'une jeune femme de 20 ans a été violée et assassinée en Turquie. Le pays, en partie turcophone, a lancé une campagne en ligne qui a ensuite engendré des manifestations contre la violence faite aux femmes. Au nom de son pays, le cycliste azéri Ramil Ziadov a fait le chemin depuis son pays natal jusqu'à Rome. En 1 an et 17 000 km sur un vélo, Ziadov aura pédalé à travers la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Roumanie, la Géorgie, la Turquie et la Grèce. Comme un iceberg, 9/10 des relations entre Israël et l'Azerbaïdjan sont sous la surface. Cette métaphore du chef d'État azerbaïdjanais Ilham Aliyev en dit long sur cette relation aussi singulière, voire déroutante entre l'État hébreu et le pays musulman à majorité chiite. Alors est-ce une relation stratégique ou simple alliance de circonstances pour contrer les velléités iraniennes dans la région? Élément de réponse tout de suite avec l'ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan, Raphaël Arpaz. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, c'est... Alors de prime abord, quand on évoque dans un même souffle les mots Israël et pays musulmans, qui plus est à majorité chiite, on ne pense pas forcément à une relation harmonieuse.
Les relations entre Israël et l'Azerbaïdjan sont très particulières. Vous pouvez vous balader dans la rue avec une kippa ou un drapeau d'Israël et tout le monde vous aimera et viendra vous saluer. C'est un pays très tolérant. Il y a aussi une grande histoire juive ici. Les Juifs habitent ici depuis le 6e ou 7e siècle. Le gouvernement soutient la communauté juive et je pense que les situations géopolitiques des deux pays sont très similaires. Les deux se trouvent dans des régions problématiques. Depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, les gouvernements israéliens ont investi dans les relations. C'est aussi un pays où il n'y a pas d'antisémitisme. Quels sont les grands axes de la coopération bilatérale entre Israël et l'Azerbaïdjan ? Il y en a beaucoup. Premièrement, la politique. En 2014, le Premier ministre, le ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères ont rencontré le président Azeri. Le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a participé à la cérémonie pour la Shoah à Auschwitz. Et puis sur le plan de l'énergie, la majorité du pétrole en Israël arrive de l'Azerbaïdjan. Sur le plan économique, il y a de nombreuses collaborations en termes d'agriculture, des télécommunications. Et puis nous coopérons dans le domaine de l'éducation aussi. Alors si la relation est aussi dense, on a du mal à comprendre pourquoi l'Azerbaïdjan n'a toujours pas ouvert de représentation diplomatique en Israël. Est-ce que vous avez une réponse ? Nous serions très heureux si l'Azerbaïdjan ouvrait une ambassade en Israël, mais c'est leur décision. Leur ministre des Affaires étrangères a dit lors de sa visite en Israël que si la question n'est pas s'ils le feront, mais quand ils le feront. Lorsqu'ils décideront de le faire, nous serons là pour aider. Le chef d'État Ilham Aliyev a déclaré que comme un iceberg, les 9/10 des relations entre Israël et l'Azerbaïdjan étaient sous la surface. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette partie immergée de l'iceberg ? Je pense qu'au cours des 3 dernières années, la visibilité des relations a changé. La ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a visité Israël pour la première fois en 2013, ce qui a été très médiatisé. Seulement cette semaine, le président de l'Académie des sciences de l'Azerbaïdjan était en Israël et cela a fait des grands titres. Je pense que c'est bon pour tous les côtés. Quelle est la position d'Israël sur le conflit du Haut-Karabakh ? Notre position est très claire là-dessus. Je vais répéter ce que le ministre israélien Victor Lieberman a dit. À partir de notre expérience dans le Moyen-Orient, nous soutenons une solution pacifique et nous soutenons les efforts du groupe de Minsk pour arriver à un accord. Et nous reconnaissons aussi le territoire azéri à son complet. Monsieur l'ambassadeur Raphaël Herpaz, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. La réputation du tapis d'Azerbaïdjan n'est plus à faire. L'art ancestral de son tissage est même inscrit depuis 2010 au patrimoine mondial culturel de l'humanité. Il ne lui fallait plus qu'un musée qui soit à l'auteur de son prestige et les amateurs d'architecture ne seront pas déçus puisqu'il a été construit il y a 2 ans en forme de tapis roulé comme vous allez pouvoir le voir. Alors pour tout savoir du tapis d'Azerbaïdjan, je vais me tourner à présent vers Amina. Elle est guide ici dans ce nouveau musée du tapis d'Azerbaïdjan. Amina, bonsoir. Bonjour. Amina, quelles sont les fonctions du tapis dans la tradition azerbaïdjanaise ? Eh bien, la fabrication des tapis fait partie de la culture et de la tradition azérie. Ils ont une longue histoire ici. Le tapis est un symbole de la famille. Si vous avez un tapis chez vous, cela veut dire que vous aimez beaucoup votre famille. Cela signifie en fait que vous voulez garder votre maison, vos proches, votre famille au chaud. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce tapis d'Azerbaïdjan si on le compare par exemple au tapis d'Iran ? Eh bien, les motifs sur les tapis azéris sont abstraits mais aussi géométriques. Par contre, les tapis d'Iran ou perses sont pleins de beaux éléments islamiques que l'on appelle nabatés. Ce sont de très beaux symboles non géométriques. On y trouve beaucoup de fleurs, d'animaux. Mais sur les tapis traditionnels en Azerbaïdjan, les motifs sont symétriques, ils sont plutôt inspirés de techniques asiatiques et sont plutôt abstraits. Est-ce qu'on trouve encore des tapis dans les maisons ici en Azerbaïdjan ? Bien sûr, les tapis sont un symbole de respect. Si vous offrez un tapis en cadeau à quelqu'un que vous aimez ou à un membre de votre famille, ça veut vraiment dire que vous les aimez beaucoup et que vous voulez faire un grand geste pour eux. Ce musée du tapis de Bakou, il porte le nom de Letif Karimov. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Letif Karimov ? Il est le fondateur de ce musée, mais on peut dire qu'il est aussi un des pionniers de cette culture, parce qu'avant lui, nous n'avions pas beaucoup d'informations sur notre culture. Il a fait des recherches et il a classifié toutes les écoles de tapisserie, toutes les fabriques de tapis, tous les modèles différents, leur symbolique, leur signification et même leur place dans le monde. Letif Karimov a aussi
ouvert ce musée, il était un célèbre collectionneur de tapis qui a vécu pendant la période soviétique et est mort en 1991. Il a ouvert ce musée en 1967, mais la première exposition a été ouverte dans les années 70. Et on peut même ajouter que c'est le premier musée du tapis au monde, ici en Azerbaïdjan. Merci infiniment Amina d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ce focus spécial Azerbaïdjan touche à sa fin. Avant de m'envoler pour Tel Aviv, depuis cet aéroport flambant neuf Haïdar Aliyev, je vous quitte avec ces quelques notes de musique saz traditionnelle et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.